Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une demande papier pour le prêt et bourse, ou bien pour faire la demande d'aide financière sur papier. Cela s'applique à ceux qui appliquent pour la première fois et qui n'ont pas un code permanent, ou bien ils ont un code permanent temporaire à 6 chiffres. Donc dans ce cas, ils ne peuvent pas faire leur demande en ligne, ils peuvent la faire seulement sur papier et l'envoyer via la poste. Concernant les autres candidats qui ont leur code permanent au complet, donc ils ont un code permanent à 8 chiffres, donc eux, ils peuvent faire leur demande directement en ligne. Pour télécharger ce document, vous pouvez tout simplement cliquer sur pièce jointe pour l'avoir. Donc le formulaire s'intitule Demande d'aide financière 2020-2021. Donc c'est ça. Donc on commence avec la section numéro 1. Pour la section numéro 1, c'est identité de l'étudiant. On commence par le nom et le prénom. Donc ici, écrivez avec des lettres majuscules. Donc pour le nom, il faut recopier directement le nom de l'acte de naissance sans modification. Après, pour le code permanent, donc ici, n'écrivez rien. Même si vous avez un code permanent à 6 chiffres, donc comme on vient de vous le dire, donc c'est un code qui est temporaire, qui va changer. Donc dès que vous allez envoyer ce document-là, après il va changer, vous donnez, ils vont vous transmettre plutôt un nouveau code permanent et lui sera à 8 chiffres. Donc il faut saisir la date de naissance et ici le numéro d'assurance sociale. Il faut choisir le sexe masculin ou bien féminin. La langue de correspondance, donc avec quelle langue vous voulez correspondre avec l'aide financière aux études. Donc vous choisissez français ou bien anglais. Donc ça c'est concernant la section identité A. La citoyenneté, donc ici c'est selon votre cas. Si vous êtes canadien de naissance, donc vous allez choisir cette case, vous allez cocher cette case. Et si vous êtes canadien naturalisé, ce sera ça. N'oubliez pas d'indiquer la date donc, à laquelle vous êtes devenu canadien naturalisé. Et ici, concernant le code de catégorie des migrants, donc pour les catégories des migrants économiques, le code ça sera SW1. Au cas où, si vous avez vous êtes d'une autre catégorie, donc veuillez appeler l'aide financière aux études. Donc le numéro de téléphone il va s'apparaître. Vous pouvez les contacter pour savoir votre catégorie. Mais normalement, la plupart, ils ont une catégorie des migrants économiques. Donc ça sera le SW1. Et là, la même chose, si vous êtes résident permanent, vous allez cocher résident permanent. Donc selon votre cas, réfugié, la même chose. Et n'oubliez pas d'indiquer les dates, donc date où vous avez obtenu le statut de réfugié ou bien de résident. Concernant la date où vous avez obtenu le statut de résident, vous pouvez la trouver au dos de la carte de résidence permanente. Donc vous allez rédiger cette date-là. D'accord? Donc ça, on a fait la section A, la section B. On passe maintenant à la section C. Donc, c'est adresse de correspondance. Donc, veuillez toujours communiquer l'adresse à jour. Donc, au cas où, si vous allez changer d'adresse, n'oubliez pas de communiquer avec l'aide financière pour changer l'adresse. Donc, numéro de la rue, le nom de la rue. S'il y a direction, donc vous indiquez ça. Numéro de l'appartement, ça s'applique à vous. La municipalité, pardon. La province. N'oubliez pas surtout le code postal. Votre numéro de téléphone. Et bien sûr, l'adresse
électronique. Alors on continue avec la section numéro 2, donc résidence au Québec. Donc qu'est-ce que vous avez à remplir? Critères de résidence au Québec. Donc si vous êtes né au Québec, vous cochez oui, d'accord. Un de vos parents ou votre répondant a-t-il sa résidence au Québec? Si c'est oui, oui. Si ça ne s'applique pas à vous, c'est non. Êtes-vous titulaire d'un certificat de sélection du Québec? Donc, oui ou bien non. Donc, vous cochez ce qui s'applique à vous. Là, si vous avez répondu oui, passez directement à la sous-section B. Donc, on passe directement à là. Mais si vous avez coché seulement non, non pour toutes ces questions-là, donc là, vous devez aller ici. D'autres critères peuvent vous permettre d'être considéré comme un résident du Québec. Donc, ici, c'est écrit 5. euh, vous allez trouver aussi en pièce jointe le guide, donc le guide pour remplir euh, ce document-là. Donc, ça sera sur la page 5 et vous allez voir quels sont les critères qui correspondent à vous. Après, vous allez écrire ça directement. Vous allez saisir ça ici. Au cas où, si vous arrivez pas à faire ça, donc n'hésitez pas à m'appeler au 438 483 1923. Ça va me faire plaisir de vous aider concernant cette section. Mais si vous avez, on va dire que si vous avez le CSQ ou bien l'un de ces critères-là, vous avez répondu oui, donc là, cette partie ne s'applique pas à vous, donc ne remplissez pas du tout ça. Donc si vous avez seulement le certificat Sélection Québec, donc ne remplissez pas cette partie et on va passer directement à la section B. Pour cette section B, vous n'avez rien à remplir. D'accord? Section numéro 3. Par rapport à cette section-là, donc vous n'avez pas à remplir cette partie. Directement, vous allez vers études à temps plein. Donc là, ce que vous serez invité à remplir, c'est la date de début. Donc vous la trouvez sur votre fiche profil. Donc ça diffère. Donc là, j'ai mis à titre d'exemple, donc le début c'est le 18/9/2024 et la date de la fin c'est le 8/1/2025. Donc pour ça, n'écrivez rien du tout. Donc la durée du programme en semaine ou bien en mois, vous laissez tel qu'elle est. Parce que on est invité à remplir la date du début et de la fin. Euh, vous la trouvez sur votre fiche profil. Après, on a le nom du programme d'études, c'est lancement d'une entreprise. Donc, le nom du programme. Donc, ça dépend du programme que vous êtes en train d'étudier. Donc, le renseignement, vous le trouvez aussi sur l'email. Donc, si ce n'est pas lancement d'une entreprise, ça va être autre chose. Et là, je parle des personnes qui vont étudier lancement d'une entreprise. Donc, ils vont mettre lancement d'une entreprise et le code, c'est 05361. Et toujours, il faut se référer à l'email envoyé, donc par rapport au nom du programme. Et aussi, le nom de l'établissement. Ici, c'est CFP des Moulins. Et là, on a le code. Bien sûr, pour ces codes-là, vous les trouvez toujours dans l'email. Donc, je vous invite à vous référer à l'email envoyé parce que des fois, il y a des changements. Donc là, c'est ça, c'est lancement d'une entreprise pour les personnes qui ont pris le programme lancement d'une entreprise. Et pour l'établissement, c'est CRP des Moulins. Et comme je viens de vous le dire, il faut voir l'email pour être sûr par rapport à ces renseignements. Très important. Parfait. Donc, après, pour la question, résidez-vous chez vos parents ou votre personne répondant pendant vos études à temps plein? Donc là, les parents, les personnes répondantes, c'est par rapport aux personnes
qu'ils ont, qu'ils ont 16 ans et moins. Donc la plupart, vous allez mettre non. Après, la deuxième question, prévoyez-vous poursuivre vos études à temps plein ou réputé à temps plein dans un délai de 4 mois ou moins, débutant le mois suivant la fin de vos études en 2024-2025. Ici, si vous prévoyez faire d'autres études, donc là, à part le cours que vous êtes en train de prendre, mais le délai, il est moins de 4 mois entre le premier et le deuxième cours, vous cochez oui. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Donc, après, il y a des études collégiales, universitaires. Donc là, je vous invite à vous référer au guide. Si vous allez cocher oui, il y a des études que vous allez prendre. Donc, il y a des informations à remplir ici. Par rapport à ça, si vous aurez des soucis, vous pouvez toujours m'appeler pour avoir plus de renseignements. Ça, Maintenant, on passe à la section numéro 4, donc situation de l'étudiant, ou bien l'état matrimonial, on va dire la situation familiale de l'étudiant. Donc là, c'est du cas par cas. Donc si vous êtes célibataire, vous allez vous allez cocher directement célibataire. Si vous êtes uni civilement, ça sera ça, marié, veuf, donc selon votre situation, séparé légalement. Donc ça sera à vous de voir votre situation familiale et cocher la bonne case. Juste pour info, donc on va dire pour ces cases-là, sauf la case célibataire. Donc là, il y aura des formulaires à ajouter. Donc par exemple, si vous êtes marié, donc vous devez remplir le formulaire déclaration du conjoint 2020-2021. Vous allez trouver ce document, ou bien ce formulaire en pièce jointe, vous pouvez le télécharger et le remplir. Après, dans la deuxième étape de notre présentation, on va voir ensemble comment remplir les différents formulaires additionnels. Je vais bien expliquer ça. Donc, pour chaque, comment dirais-je, pour chaque situation, il y a des formulaires à ajouter et aussi des documents à ajouter. On va voir ça après. Et bien sûr, il y aura à votre disposition le guide. Donc, par exemple, ici, le guide aussi, il est disponible à télécharger. Donc, par exemple, faites remplir le formulaire déclaration du conjoint 2020-2021. Donc, vous allez voir sur le guide à la page 9. Le guide, il sera disponible pour le télécharger. Donc, c'est ça. Vous devez choisir votre état matrimonial et vous devez aussi indiquer la date du début de cet état matrimonial. Par exemple, on va prendre une personne mariée. Donc, sur l'acte de mariage, il va voir quand est-ce que quelle est la date de son état-là. Pour quelqu'un qui est, par exemple, veuf, donc sur l'acte de décès de son conjoint, elle pourra avoir quand est-ce qu'elle est devenue veuve, ou bien quelqu'un qui est séparé, donc il doit indiquer la date de sa situation, sauf pour les célibataires, donc eux, ils ne vont pas remplir ça, donc il n'y a pas de date pour eux. Donc la date, ça sera appliqué pour les autres cas. Donc on continue toujours avec la section numéro 4, donc situation de l'étudiant, donc suite, état matrimonial. Là, si vous êtes unis civilement ou bien vous êtes mariés, donc vous devez saisir le nom, le prénom de votre femme ou votre mari. Donc le nom, prénom, la date de naissance. Et si votre femme ou votre mari a un code permanent à 8 chiffres, donc vous allez le saisir ici. S'il a un code permanent temporaire comme vous, ou bien il n'a pas de code permanent, donc ne saisissez rien du tout ici. Parfait. Donc la section B, ici, vous n'allez rien remplir, donc ce n'est pas à remplir.
On va directement ici à l'autonomie en fonction de la situation familiale. Donc ici aussi, c'est du cas par cas, donc selon votre cas. Bon, par exemple, là, si vous êtes, je suis ou j'ai été parent biologique ou adoptif d'un enfant, donc si vous avez un enfant, donc vous avez un enfant, c'est votre enfant, donc là, vous êtes parent depuis, donc ça c'est votre premier enfant. Donc vous allez marquer la date de naissance de votre premier enfant seulement. Le premier, donc l'aîné, le plus grand, donc depuis cette date-ci, vous êtes devenu parent. Ici, au cas pour une personne qui est célibataire et il a ses deux parents qui sont décédés, donc un ou l'autre, donc il va cocher et saisir la date de décès. On continue. Pour les femmes qui sont enceintes depuis, on va dire, 20 semaines, donc elles aussi, ils vont déclarer ça parce que normalement, il y a pour le prêt et bourse, il y a une subvention additionnelle parce que la femme enceinte, elle va recevoir la femme enceinte de plus de moins de 20 semaines, donc elle va recevoir une subvention en plus. Donc là, euh, vous devez, euh, vous devez saisir la date de la grossesse, le début de la grossesse. Et ici, comme vous voyez, ici, il y a un numéro 17. Là, on va se référer au guide parce qu'il y a des documents à ajouter. Il y a un tableau sur le guide. Après, je vais vous montrer ça parce que le guide, il va vous aider à remplir ce document-là. Donc là, on est en train d'expliquer, mais le guide aussi va vous aider à remplir ce formulaire-là. Donc, il y a un formulaire additionnel à ajouter. C'est si la femme elle est enceinte. Après, selon les cas qui s'appliquent à vous, donc si vous êtes chef de famille monoparental, donc ça c'est du cas par cas. Donc si c'est votre situation, vous cochez et vous remplissez les dates demandées. Pour la partie D, autonomie en fonction des études, là, si vous avez des diplômes obtenus, que ce soit au Québec ou bien à l'extérieur du Québec, donc vous cochez le diplôme que vous avez. Donc ça dépend le diplôme. Vous indiquez la date d'obtention du diplôme. Donc si c'est un diplôme, par exemple, un diplôme de l'extérieur du Canada, donc il faut ajouter le diplôme en français ou en anglais plus la version originale de votre pays d'origine. Par exemple, donc en français et plus une autre langue du pays d'origine. Si vous avez l'équivalence, vous mettez aussi une copie de l'équivalence. Donc ça dépend. Si vous n'avez pas de diplôme, vous ne cochez rien du tout. Donc c'est ça. On passe maintenant à la page suivante, la page numéro 6. Donc on est toujours avec la section numéro 4, situation de l'étudiant. Donc là, si vous êtes marié, uni civilement, divorcé, séparé légalement, ou veuf, ou si vous êtes célibataire et que vous n'avez toujours pas coché de case dans la partie 4, donc cette partie, je vais vous demander de lire les différents, les différentes situations, donc ici, et de voir la situation qui vous correspond. On continue avec la partie F, donc situation familiale particulière. Donc là, si vous n'avez toujours pas une situation qui vous correspond, vous avez différentes situations qui s'offrent à vous. Donc on va voir ici la partie 1. Donc là, je vais expliquer un peu. Donc ici, cochez si avant le 1er janvier 2020, vos parents
ont toujours résidé à l'extérieur du Canada. Donc là, cette case s'applique aux célibataires et aussi les couples sans enfants. Donc on va dire que il y a un couple qui est venu ici au Canada, donc qui est sans enfant ou bien un célibataire. Et il a ses parents qui sont en dehors du Canada, donc il va cocher cette case. Il coche cette case. Donc là, je répète, c'est pour les célibataires et les couples sans enfants et leurs parents sont à l'extérieur du Canada. Donc avant le 1er janvier 2020, ils sont à l'extérieur du Canada. Deuxième choix, donc si vous êtes un couple avec des enfants, donc là vous allez cocher ici. Quand est-ce que vous allez cocher ici? Si l'un ou l'autre, donc le conjoint, avant le 1er janvier 2020, était en dehors du Canada. On va prendre exemple, on va dire un couple avec ses enfants sont venus ici le mois, donc on va dire le mois de février. Ils sont venus ici le mois de février de 2020. Donc leur situation ici, ils n'étaient pas là au Canada avant 2020. Donc c'est ça. Donc ils vont cocher ça. Et cela va engendrer que ils vont ajouter un document. Vous pouvez vous référer au tableau du guide. Quel est le document à ajouter? Normalement, le document s'intitule des déclarations de l'étudiant ou l'étudiant dont les parents ou le conjoint ou la conjointe ne résidaient pas au Canada. Donc avant janvier 2020. Donc c'est ça, vous cochez ça. Donc je répète, donc quand est-ce que vous allez cocher ça? Donc on va dire que un couple, il a fait son immigration le mois de mars de 2020. Donc avant le 1er janvier 2020, donc ils n'étaient pas ici au Canada. Donc vous devez cocher. Et ça, si c'est un couple sans enfant, ou bien un célibataire, donc il est venu, on va dire, le mois de juin 2020, donc avant le 1er janvier 2020, ses parents n'étaient pas ici au Canada, donc il doit cocher, et là vous devez ajouter un document. Après, dans la deuxième partie de cette présentation, on va voir ensemble comment remplir ce document-là. Si vous avez des questions concernant cette section-là, donc vous pouvez m'appeler pour avoir plus de renseignements. Donc au 438-483-1923, je pourrais vous aider à qu'est-ce que vous devez choisir comme... normalement, j'ai bien expliqué la chose, mais s'il y a toujours quelque chose qui n'est pas clair, donc veuillez m'appeler. On continue. Donc pour la deuxième partie, donc ici la partie 2, si vous n'avez toujours pas trouvé une situation qui vous convient ou bien qui vous correspond, vous pouvez lire ici les différentes propositions, les différentes propositions que vous avez ici, et trouver une situation qui vous convient le plus. Qui vous convient. Donc si vous ne trouvez pas ça, donc ne cochez rien. D'accord. Et maintenant, on continue avec la partie G. Donc ici, la partie G, c'est là, c'est pour trouver la situation. Donc ici, donc c'est pour les gens qui vivent toujours chez leurs parents. Donc les parents, l'un ou l'autre, qui financent leur vie. Donc ici, que ce soit les deux parents ou bien un seul parent. Donc eux, ils doivent remplir cette partie. Donc on a ici, si vos parents vivent ensemble, cochez la case
6 contre. Donc, on a les deux parents qui vivent ensemble. Donc, vous cochez là. Et là, vous devriez aussi rajouter à ça, donc faire remplir les formulaires appropriés par vos deux parents, déclaration du père ou du répondant, donc déclaration de la mère ou de la répondante 2020-2021. Donc ça, pour les gens qui veulent avoir une copie de ce document-là, donc il sera disponible sur le site de l'aide financière aux études, partie formulaire. Et là, la deuxième partie, c'est si vos parents sont divorcés ou bien séparés. Donc là, vous vivez chez un seul parent. Donc là, soit la mère, soit le père. Vous devez remplir le nom, le prénom de votre père ou votre mère. Et là, il y a une déclaration aussi à faire. C'est faire remplir le formulaire déclaration de la mère ou de la répondante 2020-2021. Toujours les formulaires, vous pouvez les trouver sur le site de l'aide financière aux études. Donc on passe maintenant à la page suivante, donc la page numéro 7. Donc on a la section numéro 5, donc autres programmes de soutien financier. Donc là, il s'agit des gens qui ont bénéficié d'une aide d'Emploi Québec. Donc on précise bien, c'est entre le 1er juillet 2020 et le 31 août 2021. Donc si c'est votre cas, donc vous allez cocher oui. Donc ou bien si c'est le contraire, ça sera non. Si vous allez cocher oui, n'oubliez pas de remplir ces informations. La même chose ici, si vous bénéficiez de la mesure indiquée au point 5.3, donc vos frais scolaires sont-ils entièrement payés par Emploi Québec. Donc ici, là pour cette formation elle est totalement gratuite, donc vous allez cocher non. Donc on passe maintenant à autre chose, donc la section numéro 6, ressources financières, donc c'est pour l'année 2020, donc c'est bien l'année 2020, donc c'est du 1er janvier au 31 décembre 2020. Donc ici, si vous êtes salarié et vous avez un salaire, donc vous allez comptabiliser les 12 mois, donc qu'est-ce que vous avez comme salaire pendant les 12 mois, donc du 1er janvier au 31 décembre. Si vous ne travaillez pas, donc ça sera 0 $. Donc après, vous allez vérifier avec chaque situation ici. Vous devez lire les informations. Si ça ne vous correspond pas, donc vous allez mettre 0. Donc il faut mettre un 0. Ne laissez pas les cases vides. Si vous n'avez rien reçu, donc ça ne convient pas avec votre situation. Donc, vous allez mettre 0. Donc, c'est ça. Donc, vous allez mettre 0. Et si vous allez trouver que vous avez touché à ces revenus-là, vous devez les indiquer. Mais sans cela, ça sera 0 pour tout, sauf votre revenu. Après, il faut vérifier avec ces informations, ça correspond à vous ou pas. Donc là, on passe on continue avec les ressources financières, section. Donc c'est la suite. Donc la même chose. Donc les situations qui vous ne correspondent pas. Donc vous allez mettre 0 et attention à ne rien mettre. Il faut mettre 0 pour indiquer que vous n'avez rien reçu. On passe maintenant à la section C, donc emploi occupé avant le début des études à temps plein. Donc cette section s'applique seulement aux célibataires et sans enfants à charge. Donc vous devez être célibataire et sans enfants à charge pour remplir cette section.
Les autres, vous avez rien à remplir. Donc ici, si vous avez travaillé 4 mois avant de commencer, 4 mois à temps plein avant de commencer, et si vous êtes célibataire et sans enfant à charge, si vous avez travaillé 4 mois avant vos études, donc vous allez cocher oui. Si ce n'est pas le cas, vous allez cocher non. Si vous allez cocher oui, vous devez donner les informations de vos employeurs ou bien votre employeur durant les 4 mois passés avant votre formation. On continue avec la section numéro 7. Donc pour cette section, il y a une allocation pour du matériel d'appui à la formation. Donc c'est un prêt là de $500. Donc vous pouvez le demander quand vous pouvez ne pas le prendre. Donc c'est quand vous voulez et c'est un prêt, donc c'est à rembourser. Il va être donné pour la totalité des 3 mois et demi de votre formation. Donc si vous êtes intéressé par ce prêt là, donc vous allez cocher oui. Et si vous n'êtes pas intéressé, donc vous allez cocher non. Notez qu'une fois demandé, le versement de cette allocation ne peut être annulé. Donc si vous allez envoyer votre demande avec la mention oui, donc ils vont vous verser les $500. Et là, vous ne pouvez pas annuler ce prêt-là. On continue. Et on termine avec la dernière page. Enfin, oui, je pense que ce formulaire il est un peu long. Donc on a ici, on voit du formulaire. Il y a, assurez-vous d'avoir rempli les champs nécessaires, enregistrer, puis imprimer toutes les pages. Donc vous devez enregistrer ce que donc vous allez sur fichier et appuyer sur enregistrer. Puis imprimer toutes les pages, signer cette page manuellement. Donc vous devez, donc quand vous allez imprimer, vous devez la signer après. Rassembler tous les documents requis, le cas échéant, dans une seule enveloppe. Donc il y a des documents supplémentaires à ajouter. Donc on va les voir dans la deuxième partie. Pour chaque situation, il y a des documents à ajouter et à certifier. Après, je vais parler où vous allez certifier ces documents-là. Adressez votre envoi à l'adresse apparaissant au bas de cette page. Donc, après, vous allez envoyer tous vos documents, donc le formulaire, plus les documents et les formulaires, ce qu'on appelle additionnels. Vous allez les envoyer à cette adresse. Donc pour la première fois, vous n'allez pas avoir ce code-là, donc le code QR, ça c'est le Quick Request. Donc quand vous allez terminer toutes les informations, ce code-là va apparaître. Donc c'est une signature électronique. Mais n'oubliez pas d'imprimer et signer votre formulaire. Et là, vous pouvez indiquer la date. Donc, avant d'imprimer, vous devez indiquer la date. Par exemple, aujourd'hui, c'est 2021, janvier, le 20 janvier. Donc, c'est ça. Enregistrer. Et puis, imprimer le tout. Donc, vous allez obtenir votre formulaire rempli. N'oubliez pas de le signer. Ce n'est pas encore terminé parce que là, ce qu'on vient de faire, c'est seulement, on a rempli la demande. Donc, il y a des documents à ajouter. Il y a des documents qu'on doit certifier. Et il y a des formulaires additionnels. On va voir tout ça dans la deuxième partie de notre présentation. Rebonjour tout le monde. Donc, on vient de voir ensemble comment remplir le formulaire de demande prêt et bourse. Et là, maintenant, on va voir ensemble la deuxième partie
de la présentation pour faire cette demande papier. Donc, ça, c'est pour les gens qui n'ont pas leur code permanent ou bien ils ont un code permanent de 6 chiffres. Donc, un code permanent à 6 chiffres. Dans cette deuxième partie, qu'est-ce qu'on va voir? On va commencer par voir les différents formulaires additionnels selon votre situation. Donc, les formulaires à ajouter à votre formulaire. Concernant ces formulaires, vous pouvez les télécharger en cliquant sur pièce jointe ou bien en allant sur le site de l'aide financière aux études. Après cela, on va vous donner, je vais vous donner la liste des documents à joindre selon votre statut ici au Canada. Donc ça va être différent. Ça sera du cas par cas. Donc on va voir ça. Donc résident permanent, citoyen, citoyen naturalisé. Donc ça va être différent. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer où aller pour certifier vos documents. Donc on va commencer avec le premier formulaire donc, qui s'intitule Attestation de grossesse 2020-2021. Donc c'est pour cette année. Après, chaque année ça va changer. Donc celui-là, ça sera 2020-2021. Ce formulaire s'applique aux femmes enceintes de 20 semaines ou plus. Donc, qu'est-ce que vous avez à remplir? On a ici le nom. Donc, vous allez l'écrire en lettres majuscules. Votre prénom aussi. La date de naissance ici. Le numéro d'assurance sociale. Et ici, le code permanent à 6 chiffres. Donc, dans le premier formulaire, je vous ai dit de ne rien écrire pour le code permanent. Mais là, on a le code permanent attribué par le ministère la première séance. Donc, le code permanent temporaire. Donc, dans ce formulaire-là, on va saisir notre code permanent temporaire. Donc, le premier formulaire, non. Je le répète. Le premier formulaire, le formulaire de la demande, on ne va pas saisir de code permanent. Mais pour cette fiche... bien pour ce document-là additionnel, ce formulaire additionnel, on va mettre notre code permanent à 6 chiffres. Après, la deuxième section, donc ça sera votre signature quand vous allez imprimer. Donc ça sera signé et bien sûr daté. Et on passe maintenant à la troisième section, donc attestation de la personne autorisée. Donc la troisième partie est à remplir par votre médecin traitant, votre sage-femme ou une infirmière praticienne spécialisée. Donc là, elle doit indiquer ça. Elle doit indiquer son nom, son numéro de téléphone, le prénom, donc nom-prénom, numéro de permis d'exercice et ici vos renseignements personnels. Donc c'est à remplir par cette personne, sa signature et bien sûr elle doit dater ce formulaire. Donc cette partie-là, elle doit être remplie par cette personne. On passe maintenant au deuxième formulaire. Bien sûr, il faut savoir que les formulaires qui ne correspondent pas avec votre situation, vous ne devez pas les remplir. Donc, ni les télécharger, ni les remplir, parce que ça ne correspond pas à votre statut. Donc, concernant ce deuxième formulaire, donc, c'est déclaration de statut familial. Ce formulaire, donc, il s'applique à une certaine catégorie, donc on va dire les étudiants qui sont monoparentales. Donc ça veut dire monoparental, ça sera une femme ou bien un homme qui vit séparé de sa femme et qui a un enfant à sa charge, au moins un enfant à sa charge.
Donc, ici, qu'est-ce qu'il a à faire? Donc, on a la section numéro 1, identité de l'étudiant. Donc, le nom, le prénom, et bien sûr le code parental, pardon, le code permanent attribué par le ministère. Donc là, vous devez saisir le code permanent à ces chiffres, le code permanent temporaire. Donc toujours, je reviens. Donc le premier formulaire, on va pas saisir de code permanent, mais les deux formulaires, si vous êtes vous allez les remplir. Donc ça correspond à votre situation. Là, vous devez remplir le code permanent, le nom, prénom. Après, on a la section 2, déclaration de statut familial. Donc vous avez plusieurs statuts ici. Vous allez choisir le statut qui correspond à votre situation et vous devez remplir ça. N'oubliez pas de signer à la fin. Donc, pour ce formulaire, il est composé en deux parties. Donc on a la deuxième page. Donc, on a la section 3, pension alimentaire versée à l'étudiant. Donc, ici, recevez-vous une pension alimentaire pour votre enfant? Si c'est oui, donc vous devez remplir ce tableau. Si sinon, vous n'avez rien à remplir. Donc on continue avec la quatrième section. Enfants à charge. Donc là, vous devez saisir tous les enfants qui sont à votre charge. Donc du 1er juillet de 2020 au 31 août 2021, tous vos enfants et tous les renseignements de vos enfants. Après, on a la section numéro 5, c'est confirmation de l'autre parent biologique ou adoptif. Donc, l'autre parent doit lui aussi signer et dater ce formulaire. La section 6, c'est déclaration de l'étudiant et sa signature. Donc là, la signature, il faut dater le lieu. Et là, vous aurez besoin qu'un commissaire à l'assermentation donc écrit son nom, son prénom et signe ce document-là. Donc comme je viens de vous le dire quand on a commencé cette deuxième partie, à la fin de cette présentation, je vais vous montrer où aller pour faire ça. Donc, chercher un commissaire à l'assermentation pour vos documents, pour certifier vos documents et aussi pour signer ce genre de formulaire. Donc, à la fin, je vais vous montrer ça, ce que vous devez faire et où aller pour faire ça. Maintenant, on va voir ensemble le dernier document, le dernier formulaire à remplir. C'est déclaration de l'étudiante ou de l'étudiant dont les parents ou le conjoint ou la conjointe ne résident pas au Canada 2020-2021. Là, il faut s'arrêter un peu pour bien comprendre qui va remplir ce document-là. Donc, on va prendre un exemple pour un couple qui est lui venu, on va dire, le mois de février, ou bien c'est après le mois de janvier 2020. Donc, ils sont venus, ils sont là. Donc, dans ce cas-là, ils doivent déclarer que le conjoint, avant 2020, il n'était pas là. Donc, c'est ça. Ça, c'est si on a un couple avec des enfants. Ils vont déclarer que le conjoint, malgré que le conjoint, il est là après 2020, donc il doit déclarer ça. Ça, c'est pour un couple avec des enfants. Et pour les couples sans enfants, donc eux, ils vont déclarer leurs parents qui sont pas là avec eux ici, s'ils sont pas là.
ou bien une personne célibataire. Donc, là, c'est vraiment très important ce document-là. Donc, on va commencer avec un couple avec des enfants. Donc, par exemple, si on a un couple qui fait les études, lui et sa femme avec nous, donc chacun d'entre, que ce soit la femme ou bien le conjoint, ils doivent chacun d'entre eux faire cette déclaration. Donc, on va dire qu'on a un couple qui est venu après janvier 2020. Ils sont ensemble, ils sont là ensemble au Canada. Donc, ils doivent faire cette déclaration. Donc, dans la section identité, donc le nom, le prénom, le code permanent, donc attribué par le ministère, c'est celui à 6 chiffres, le code temporaire. D'accord. Et là, par exemple, on a pris comme exemple un couple avec des enfants, donc qui sont là maintenant, qui sont là, mais avant 2020, avant janvier 2020, ils n'étaient pas là, ils n'ont pas fait leur immigration, donc leur entrée ici au Canada. Donc, par exemple, directement, ils vont dire mon conjoint ou ma conjointe n'a jamais résidé au Canada avant le 1er janvier. Donc, avant le 1er janvier, vous n'étiez pas là. Donc, c'est pour ça que vous allez cocher cela. D'accord? Et là, l'adresse indiquée ici doit être à l'extérieur du Canada. Donc, ici, vous devez rédiger votre adresse dans votre propre pays. Donc, on va dire que quelqu'un qui vient du Maroc, donc il va saisir l'adresse du Maroc, l'Algérie, Tunisie, Égypte. Donc, selon la situation de cette personne. Et là, malgré que la conjointe et le conjoint sont là maintenant, mais là, on parle de avant le 1er janvier 2020. Donc, ici, vous devez mettre les renseignements de votre ancienne adresse hors Canada. Ça sera la même chose pour les gens célibataires ou bien un couple sans enfants. Eux, ils vont déclarer leurs parents. Et là, n'oubliez pas, est-ce que votre conjoint ou votre conjointe prévoit s'établir au Canada au cours de la présente année? Donc, vous allez mentionner oui, parce que vous êtes déjà là au Canada. Donc, si vous êtes déjà au Canada, votre femme, elle est établie ici. Si oui, à quelle date? La date ici que vous allez mentionner, c'est la date de votre première rentrée. Donc, par exemple, un couple qui sont arrivés le mois de mars, on va dire le 30 mars 2020. Donc, vous allez mettre 30 mars 2020. Donc, votre femme, elle est là. Donc, la question, elle est un peu floue. Bon, je vous dis ça pour que votre document ne soit pas retourné et vous devez refaire ça une deuxième fois. Donc, s'il vous plaît, si vous avez mal compris, donc vous pouvez faire arrêt sur cette vidéo et revoir ce que je vous ai demandé. Donc, c'est ça. Donc, ça s'applique à un couple marié avec des enfants. Donc, au cas où, si vous avez mal compris, surtout pour ce formulaire-là, n'hésitez pas à m'appeler pour vous réexpliquer une deuxième fois et vous pouvez réentendre l'explication en revenant en arrière parce que c'est très important. Si vous avez faire des erreurs, le document il va être retourné et vous devez le refaire une deuxième fois. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de ne pas refaire ce formulaire une deuxième fois. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, bien sûr, la signature, il faut signer et dater, mentionner le lieu, Montréal, si c'est à Montréal. Donc les étudiants, nos étudiants, ils sont partout au Québec. Donc, ça dépend le lieu où vous avez signé votre formulaire. Et là, comme le formulaire précédent,
Donc, vous devez aussi signer, le document doit être signé par un commissaire à la sermentation. Donc, comme je vous ai dit, donc à la fin de cette présentation, je vais vous montrer où aller pour signer vos documents. Et après, bien sûr, tous les documents, les formulaires, le formulaire principal, vous allez les mettre tous ensemble dans une enveloppe et envoyer le tout à cette adresse-là, donc ministère de l'Enseignement supérieur, aide financière aux études, donc à cette adresse-là. Donc, ce formulaire-là, donc il est très important, surtout pour les personnes qui sont venues en 2020 en couple. Donc, il faut bien saisir ce que je vous ai demandé. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à appeler au 438-483-1923. Ça va me faire plaisir de vous aider à rédiger ce document-là, ou bien ce formulaire-là, pour ne pas que le document soit retourné. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la deuxième partie. Donc, on va voir ensemble les documents requis de l'étudiant. Normalement, sur le guide, vous allez voir, ça sera du cas par cas, c'est très détaillé ce que vous devez présenter. Par exemple, on a ici situation, vous êtes citoyen canadien de naissance, documents requis, certificat de naissance, copie d'acte de naissance ou certificat de naissance et de baptême. Donc ici, après vous allez, ça c'est un exemple, après vous allez avoir, vous êtes citoyen canadien naturalisé. Donc ça sera du cas par cas et détaillé. Mais là, qu'est-ce que moi je vais faire? On va voir un petit résumé. Et ça va résumer pour ne pas aller chercher tout ça. Et peut-être vous n'allez pas vous trouver. Donc moi j'ai fait pour vous un résumé qui va vraiment vous aider à savoir quels sont les documents que vous aurez besoin. On va voir les trois statuts principaux. Donc après, si votre statut n'est pas là, vous pouvez m'appeler toujours au 438-483-1923 pour voir quels sont les documents que vous devez joindre au formulaire. Donc ça, c'est les documents à fournir. On commence avec un citoyen canadien de naissance. Donc, en plus des formulaires, donc selon le cas, ça dépend, ça s'applique à toi. Donc le premier formulaire, ça s'applique à tout le monde. Donc plus les formulaires additionnels. Et qu'est-ce qu'il doit ajouter? Il doit ajouter à ça ces documents. Donc, pour un citoyen canadien de naissance, il doit ajouter une copie du certificat de naissance, copie du certificat de mariage ou jugement de divorce, jugement de séparation, s'il y a lieu, donc s'il est marié ou bien s'il est séparé ou divorcé, donc ça dépend de sa situation. Donc s'il n'est pas, donc il est célibataire, donc ça va prendre seulement la copie du certificat de naissance. Copie du certificat de naissance de vos enfants, bien sûr s'il y a lieu, donc si vous avez des enfants, et copie du diplôme universitaire québécois, s'il y a lieu, donc s'il a déclaré qu'il a des diplômes universitaires québécois, il doit ajouter ça. Donc c'est toujours selon les situations de chaque personne. Donc là, on parle d'un citoyen canadien de naissance. On passe au deuxième statut, donc citoyen canadien naturalisé. Donc qu'est-ce que vous devez ajouter comme document? Donc une copie du certificat de commémoration de citoyenneté canadienne, une copie de la carte de résidence permanente recto verso, et là j'ai mentionné ça en rouge, c'est très important, la copie sur la même page.
Donc, vous n'allez pas mettre le recto dans une page et l'autre et le verso dans une autre page. Donc non, ça va prendre le recto et le verso sur la même page. Très important. Ou confirmation de résidence permanente. Donc vous pouvez remplacer la carte de résidence permanente par la confirmation de résidence permanente. Et aussi une copie du certificat de mariage ou jugement de divorce, jugement de séparation s'il y a lieu. Donc ça dépend de la situation, marié, séparé ou bien divorcé, ça dépend de la situation de la personne. En plus, une copie du certificat de naissance de vos enfants, s'il y a lieu bien sûr. Et bien sûr, à la fin, copie du diplôme universitaire québécois, et s'il y a lieu. On passe maintenant, toujours, vous pouvez faire arrêt sur vidéo et revoir les documents que vous devez fournir. On passe au dernier statut, c'est résident permanent. Pour le résident permanent, qu'est-ce qu'il doit ajouter comme document en plus des formulaires, le formulaire principal, les autres formulaires additionnels? Il va ajouter une copie de la carte de résidence permanente recto verso, et là aussi, remarque, la copie doit être sur la même page, donc le recto et le verso sur la même page. Vous n'allez pas donner deux pages différentes, donc le recto et le verso sur la même page, ou bien la confirmation de résidence permanente, là, donc la confirmation elle est sur une page seulement. Copie du certificat de naissance comme observation, s'il n'est pas en français ou en anglais, donc vous devez ajouter la traduction à votre copie de certificat de naissance. Copie du certificat de mariage ou jugement de divorce, jugement de séparation, s'il y a lieu. Et aussi là, s'il n'est pas rédigé en français ou en anglais, vous devez ajouter une traduction. Et une copie du certificat de naissance de vos enfants, de tous vos enfants, s'il y a lieu, bien sûr. Et la même chose, là, vous devez ajouter une traduction à votre... si le certificat de naissance, il n'est pas rédigé en français ou bien en anglais. Et s'il y a lieu, une copie du diplôme universitaire québécois. C'est ça. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo pour revoir les documents que vous devez ajouter. Donc, mettez bien ça dans votre tête. Vous avez formulaire 1, principal. 2, les formulaires additionnels. 3, les documents. Et là, j'ai fait un petit résumé pour chaque statut.